Pendant que nos politiques parlent, la France et les Français s'enfoncent. Impôts, insécurité, énergie, travail, transmission, femmes, enfants, institutions. Voici 12 séquences qui montrent pourquoi la colère monte partout dans notre pays. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Eurovision Débat. La blague a assez duré. Je pense qu'Emmanuel Macron, que vous défendiez depuis tout à l'heure, s'est assez moqué de nous. Je pense que selon le sondage Doxa, il y a quand même 7 Français sur 10 qui ont envie de voir Emmanuel Macron dehors. Non, mais je veux dire, moi j'adorerais qu'Emmanuel Macron démissionne. J'adorerais qu'il fasse ses bagages, qu'Aline Brigitte, ils foutent la paix aux Français définitivement tous les deux et qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire entre le mépris, l'international, le raté et le ridicule, ils abîment notre pays. Moi j'adorerais qu'ils fassent leurs bagages, mais je n'y crois pas. J'ai pas le goût de l'effort inutile. Donc on peut réclamer démission, j'en serais ravi. Et oui, on réclame la démission. Moi je serais ravi, je lui dis ce soir, s'il nous écoute, Monsieur le Président, démissionnez, ayez de la grandeur, rehaussez les institutions, arrêtez de tout tirer vers le bas. Je doute qu'il le fasse. Alors je regarde la situation telle qu'elle est et je regarde les instruments que nous avons entre les mains, ce que la Constitution nous donne. Parce que nous, on n'utilise que ce que la Constitution nous donne. Eh bien, la Constitution dit, quand une situation permet, en tous les cas, lorsqu'elle est bloquée, eh bien, de la débloquer par les urnes. Faire de la politique et être un parti, c'est aussi peser pour faire les rois, faire les maires, etc. Donc ça permet quand même de voir l'état de décrépitude de la Macronie. Et moi, là, je le dis sans ironie, après 10 ans de pouvoir, ne pas avoir réussi non seulement le moindre ancrage dans une grande ville, les villes moyennes, j'en parle même pas, ne même pas réussir à être une force d'équilibre qui aujourd'hui va faire tomber une grande mairie d'un côté ou d'un autre, je dis que vraiment, l'échec ici, moi je comprends la rancœur de gens comme Attal, Borne, etc. Parce que franchement, ils se disent, pendant 10 ans, on se demande bien, à part avoir servi la mégalomanie d'un homme, on a servi à rien parce que derrière, il faut reprendre non seulement tout à zéro, mais en plus, on a le boulet Macron derrière. Donc franchement, je serais macroniste, je serais vraiment déçu de m'être engagé. François Bayrou qui risque de sortir de la vie politique. Est-ce que ça a été un grand homme politique pour vous ? Mais vous rigolez ou quoi ? François Bayrou, c'est plus de 40 ans à se planquer dans toutes les manips et à être le bouche-trou de celui qui sera le plus offrant. Se planquer au plan ou je ne sais où. Mais il a servi à quoi ? Mais quelle a été la vision de Bayrou pour la France ? C'était le pro pour durer, pour se planquer dans les bonnes manips et pour combler les bons trous. Mais il n'a jamais rien apporté. Non mais franchement, là, un grand homme politique, non, il était temps que ça se termine pour Bayrou, pour le bien de tous. Et du coup, il n'y a plus de centrisme. C'était un grand homme politique. Tant mieux, le centrisme a ruiné la France. Le centrisme a ruiné les clivages sains, bipartistes de la France. Donc oui, tant mieux que le centrisme se meure. Vous prenez systématiquement les Français pour les imbéciles qui ne sont pas. Mais les Français savent très bien ce qui se passe. Il n'y a plus d'argent en France, sauf pour Madame von der Leyen. Alors je n'ai pas pu le faire quand j'étais rapporteur spécial du budget, mais je vais le faire ce soir. Ursula, rends l'argent. Mais alors, Madame la ministre, j'ai cherché, je ne sais pas où c'est. Où sont vos mesures sur l'immigration ? Où sont vos mesures contre la fraude ? Où sont vos mesures sur la bureaucratie ? Il y a rien. Voilà, il y a rien. Tout ça, ce n'est qu'un aveu qu'il faut faire comme avant. Il faut continuer à pomper les Français, il faut continuer à affaiblir le système de santé et il faut surtout faire aucune économie structurelle. Il paraît que la mort ne doit absolument pas devenir le fait générateur d'un impôt. Quand on perd ses parents, on a une peine. Au nom de quoi et qui êtes-vous pour imposer cette double peine qui consisterait à additionner à la peine de la perte de ses parents le fait de devoir entraver tout ce qu'ils ont construit de leur vivant. Ils se sont sacrifiés eux-mêmes pour devenir propriétaires. Ils ont payé de leur vivant pour transmettre. Mais à quoi servons-nous si ce n'est pour transmettre ? On transmet des valeurs, on transmet un capital social, on transmet une éducation, on transmet la politesse. Pourquoi ne pourrions nous pas transmettre aussi ce pourquoi on a payé les impôts, ce pourquoi on s'est sacrifié, le fait qu'on devienne propriétaire, tous ceux qui créent des emplois, tous ceux qui prennent des risques, vous voulez les taxer, libérez-les, laissez-les travailler et laissez-les transmettre à leurs enfants. Taxer la mort ne suffisait pas. Maintenant, on réfléchit à taxer la souffrance et la maladie des gens. Vous imaginez une femme qu'on va mutiler pour pouvoir la sauver, qui n'a plus de cheveux, qui est potentiellement en train de briser sa famille, et on va lui dire, ma grande, tu payes pas assez le prix fort, je vais te taxer sur des indemnités journalières de santé. Si là, qui que ce soit est fier de ça dans ce pays, bah, qui me le dise. Ça y est, nous avons enfin eu le fin mot
pour savoir comment étaient réellement gérés les stocks stratégiques de pétrole et dans quel intérêt surtout ils étaient gérés. Malheureusement, ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs, ce n'est pas dans l'intérêt des contribuables, c'est même pas dans l'intérêt de la France, c'est uniquement dans l'intérêt des acteurs du secteur pétrolier, aussi bien la grande distribution, les raffineurs que les producteurs de pétrole, et c'est les Français qui paient à tous les coups. À tous les coups, déjà ça commence par qui paye le stockage. Donc normalement c'est les producteurs de pétrole et ceux qui vendent du pétrole qui devaient assurer le stock et en assurer le coût. Et ben non, c'est répercuté sur le prix à la pompe, c'est 1 centime par litre pour constituer le stock et pour le gérer, c'est 550 millions par an, donc c'est 14 euros quand même, 14 euros par an par automobiliste. C'est scandaleux, c'est vous qui payez et pas les pétroliers, contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris. Deuxième scandale, eh bien il n'y a aucun souci de l'équilibre des prix. Les stocks, quand ils sont constitués à un coût bas, devraient être utilisés pour limiter la hausse quand il y a un emballement sur les marchés internationaux. Mais non, les stocks sont mis à disposition au prix de marché. Donc en fait, quand les prix s'emballent, eh ben, les stocks sont mis eux-mêmes au prix de marché. Donc il y a en fait pas un effet contracyclique, c'est-à-dire que des stocks à bas prix viendraient limiter la hausse des coûts, mais au contraire, ça vient alimenter en plus la hausse des coûts, donc on est dans le délire total, et une fois plus, c'est vous qui payez, et les pétroliers, eux, ils font du bénéfice, quoi qu'il arrive. Et puis troisième scandale, eh bien la société qui s'occupe de ça peut faire des bénéfices, et s'il y a des bénéfices, ils ne vont pas à l'État, ils ne retournent pas aux Français, non, ces bénéfices, ils vont aux actionnaires de la Sagesse, la société qui gère cela, et c'est les pétroliers, la grande distribution, qui encaissent les bénéfices. Donc tout cela est absolument scandaleux. Je dois dire que j'enquête sur ce scandale depuis le Covid, je n'avais jamais eu de réponse. Eh bien, c'est l'opportunité d'avoir un vrai groupe parlementaire dirigé par Marine Le Pen, avec le soutien de Jordan Bardella, c'est qu'on obtient la vérité. On pourrait pas attraper les racailles et leur demander de payer? Ça pourrait être une bonne chose, non? Je vais vous dire une chose, monsieur Boulot. Il est absolument impossible que jamais personne ne soit traduit devant un tribunal pour lui demander de payer financièrement les conséquences des dégradations qu'il commet. Ça n'existe pas. Parce que si ce ne sont pas les casseurs qui payent la casse, eh bien ce seront les Français. Et je ne le souhaite pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que, une fois pour toutes, les enfants et les femmes seront protégés? Quand est-ce? Il le dit, je vais la tuer. Et qu'est-ce qu'il fait dehors? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va enfin prendre, je vais dire un gros mot, mais ces putains de signalements au sérieux? Quand est-ce que ce mec-là, il va avoir un bracelet électronique et quand il s'approche à plus de 10 mètres de cette bonne femme, il fait direction... Quelle est la voie qu'on nous propose aujourd'hui? Parce que les Français, en fait, ils assistent médusés à un spectacle incroyable de clans qui s'invectivent sur la place publique et on a une bande de mecs et de nanas en costard qui font le monde dans l'Assemblée et sur les plateaux télé et il n'y a rien qui se règle. Donc, excusez-moi, mais moi, je vois pas de lumière, je vois pas d'espoir, je vois rien. Je vois qu'il y a des gens qui font irruption dans l'espace médiatique pour dire il faut que le président démissionne. Mais Fillon, t'es fini, reste où t'es, on t'a pas demandé l'heure. Point barre, tous, on vous a pas demandé. Vous dites encourager à travailler en diminuant les salaires, c'est ça votre nouvelle philosophie OMR? Vous dites vouloir dynamiser le travail, donner le goût du travail. Et donc vous donnez le goût du travail en coupant dans les pensions de ces travailleurs, dans les pensions futures de ces travailleurs, en durcissant les conditions de travail, en faisant en sorte que le travail de nuit, c'est devenu la norme. Et c'est ça, vous pensez, qui va donner le goût du travail? C'est ça qui va donner de l'attractivité à tous ces métiers? Eh bien, je pense le contraire. Et évidemment que nous sommes tous pour le plein emploi, mais c'est certainement pas dans ces conditions-là que vous allez encourager le travail. Et vous osez venir nous dire ici d'emblée que vous allez récompenser l'effort et l'initiative. Alors expliquez-moi comment. Oui, les femmes sont belles. Et oui, les femmes sont libres. Et ça veut dire quoi? Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont libres, elles ne seront jamais ni à Menton, ni nulle part en France. Voilà. Mais les politiques, vous êtes tous à gerber ma parole, hein. Plus vous dites de conneries, et plus il y a de décérébrés qui votent pour vous, mais j'arrive pas à y croire. Je voudrais juste faire un petit focus sur Paris, hein. On a une personne qui avait un putain de programme, absolument, un putain de programme pour toi, pour moi, pour nous tous, un programme avec plein de bon sens, une vision qui ne laissait personne sur le bord de la route. Mais non, baisser les impôts, arrêter les gabegies, redonner un nouveau souffle à Paris, tout ça c'est de la merde en fait. Faire revivre le vivre ensemble,
exactement le vivre ensemble et pas le tous contre tous. Mais apparemment, non, c'est pas l'objectif. Oh, et puis ça va, hein, avec la rengaine des conneries habituelles, je vote pas pour les racistes et compagnie, mais racistes, un pays qui accueille la terre entière, et les Français seraient racistes, mais bordel, mais qu'est-ce qui va pas dans votre tête, en fait? Alors vous votez pour des glands qui n'ont aucun programme, il y en a un qui a participé à 100% à planter la capitale, et qui te balance en plus 30 pages de coloriage en guise de programme, l'autre qui a par dire 50 fois la minute, faites-moi confiance, aucune mesure de bon sens, et ils font tous conneries sur conneries, et vous dites encore, mais ça fait floc-floc dans vos boîtes à cerveau ou comment ça se passe là? Alors voilà, maintenant faut voter non pas pour le meilleur, mais pour le moins pire. Alors soit on continue à détruire Paris, ou alors on arrête les conneries et on commence à reconstruire. Un peu.